Donc, bonjour à tous. Donc, je suis Aurélie Bacquer, je suis en charge de la coordination du dispositif ESABIC Sud-France. Et aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Nicolas Loué d'Inextenso Innovation Croissance. Donc, l'histoire entre les ABIC et Inextenso est une histoire qui dure depuis un certain temps. On a eu de nombreuses collaborations ensemble sur le sujet de l'ESABIC et sur l'accompagnement des entreprises. Donc, Nicolas en parlera mieux. Ce qui est dans les nouveautés, c'est qu'on a contractualisé notre collaboration par une convention avec pour objectif de pouvoir offrir aux startups de l'ESABIC qui sont incubées ou alumni une aide en particulier sur les financements liés à l'ESA. Donc, je ne vais pas en dire plus. Je vais te passer la main, Nicolas, pour que tu nous expliques tout ça en détail. Super, merci beaucoup pour l'invitation. Ravi de pouvoir annoncer ensemble ce partenariat aujourd'hui. Donc, je me présente rapidement, donc Nicolas de IEIC. Bon, certains d'entre vous m'ont certainement déjà croisé parce qu'effectivement, l'historique entre les ABIC, l'ESA et puis IEIC dure depuis pas mal de temps. Je rappellerai un petit peu l'historique dans la présentation. Où là, ce que j'ai prévu aujourd'hui, c'est une petite demi-heure de présentation pour rappeler un peu qui on est, le contexte ESA, et puis expliquer un petit peu plus en détail en quoi consisterait justement ce partenariat et l'accompagnement proposé. Et puis on gardera, comme d'habitude, un petit peu un petit temps d'échange et de questions dans un deuxième temps. Alors, si on commence rapidement, donc in extenso innovation croissance, avant de parler donc de l'ESA ou du dispositif de financement. Donc, in extenso innovation en bref, qui on est? Donc, on est donc une société de conseil en innovation créée dans les années 2000 et qui s'est pas mal consolidée par croissance externe avec des acquisitions clés en 2016 sur les parties études de marché, en 2018 sur les parties développement durable et financement de l'innovation. Et aujourd'hui, voilà, on est un des principaux cabinets de conseil en innovation au niveau français avec un positionnement vraiment mixte entre une partie innovation stratégie orientée sur finalement la stratégie marketing et les études de marché pour des projets d'innovation qui impliquent justement des startups, des projets de diversification ou même des démarches de transfert de technologie issues de laboratoires ou de grandes infrastructures de recherche. Un gros pilier d'activité sur les financements. Alors, quatre plus grands piliers, hein, donc la levée de fonds privés, la recherche de financement public non dilutif sur des guichets nationaux, régionaux, européens, la fiscalité de l'innovation et le crédit d'impôt, donc qui sont des piliers importants d'une ingénierie financière avec le statut jeune entreprise innovante, et une activité donc sur les fonds européens et les politiques de l'Union européenne sur des contrôles budgétaires de gros projets européens. Donc ça, c'est le deuxième pilier stratégique. Et le troisième, qui est super important dans notre vision, qui est vraiment orienté sur l'innovation, mais aussi durable. Donc innover en intégrant tous les aspects de durabilité des projets, c'est cette activité de développement durable où on fait des stratégies RSE, du coaching et des mesures sur les impacts des décarbonations, par exemple avec des bilans carbone. Et on fait énormément aussi d'analyse de cycle de vie, de démarches d'éco-conception pour intégrer cette approche dans les projets. Et ça fait d'autant plus sens qu'aujourd'hui, quasiment tous les financeurs demandent finalement, dans les projets de demande de financement, des indications sur les impacts environnementaux des projets, etc. Et il y a énormément de financements qui se sont ouverts ces dernières années, ces derniers mois, pour encourager ces démarches de développement durable dans l'innovation. En parallèle de ça, pourquoi finalement on se connaît avec les ABIC et avec ce réseau ESA, c'est qu'on a un pôle spatial et une expertise reconnue au niveau français et européen avec Benoît Ribollet, que vous connaissez peut-être, qui est un peu à l'initiative de ça il y a une vingtaine d'années. Mais l'ESA nous avait choisi pour représenter un petit peu son programme d'open innovation et de transfert de technologie, parce qu'on avait cette connaissance spatiale, mais aussi parce qu'on avait un réseau d'acteurs et une compréhension business et technologique, à la fois sur plein de secteurs applicatifs, mais aussi multitechnologiques. Ce qui est important dans des démarches de diversification et d'open innovation. Bon, voilà en bref ce que je peux dire sur EIC. Donc vous allez comprendre assez naturellement comment on a construit notre historique avec les ABIC. Donc, ce que je mets là en bas à gauche,
On a été pendant plus d'une dizaine d'années le Technology Transfer Broker France de l'Agence spatiale européenne, donc avec automatiquement des belles complémentarités avec les ABIC, puisque nous, la partie technologie transfert, c'était favoriser les collaborations R&D ou industrielles entre des technologies spatiales et des applications non spatiales, qui est exactement l'objectif de les ABIC Sud France via la création de start-up dans cette démarche de transfert, au moins à ses débuts, d'utilisation des données spatiales. Donc, on a commencé à travailler ensemble sur une partie finalement de travail en commun, de détection de start-up pouvant être éligibles à les ABIC. On a accompagné, coaché, relu des dossiers ESABIC par rapport au template pour augmenter la qualité aussi des propositions et réduire le risque d'avoir des dossiers de moins bonne qualité qui se fassent retoquer au jury. Et dans une moindre mesure, on essayait d'aider certaines startups à intégrer des technologies spatiales du fait de notre casquette de broker ESA. C'est-à-dire, on les aidait par rapport à une problématique R&D à trouver une technologie spatiale mature ou non mature à intégrer dans leur business plan et qui pouvait les rendre éligibles du coup au dispositif ESABIC. Donc, c'était principalement des startups, des incubateurs partenaires. Donc voilà, une première grosse action d'augmentation du pipe de projet qui a été notre premier axe de collaboration. Et ensuite, naturellement, et là vous allez voir, on refait le lien avec notre histoire, avec notre activité de cabinet de conseil. On a assez naturellement créé, on va dire, une relation forte avec les incubés et les alumni, en complémentarité avec les incubateurs partenaires. Hein, ça, c'est important de le préciser. On ne se substituait pas à eux. On faisait justement des accompagnements ponctuels ou récurrents des startups en incubation ou alumni sur des sujets donc, que vous avez pu voir précédemment, les leviers fiscaux, les études de marché stratégiques sur des questions de marché applicatif ou par exemple d'exploration d'opportunités européennes sur de la diversification géographique ou sectorielle, de la recherche de financement public non dilutif, voilà, chercher des innoves, chercher des ADEME, ou encore des démarches un petit peu ponctuelles d'analyse de cycle de vie d'éco-conception. Voilà, j'ai mis quelques-uns de nos clients et anciens partenaires que vous connaissez peut-être, qui sont des incubés ou alumni du réseau ESABIC et qu'on a eu le plaisir de pouvoir accompagner, avec qui on est souvent encore en discussion aujourd'hui. Donc voilà un petit peu cet historique. Alors, ensuite, si ça veut bien bouger. Voilà, ok. Alors, vous êtes ou vous avez été incubé à l'ESABIC, c'est souvent pour certains la première rencontre avec l'écosystème de l'Agence spatiale européenne. Alors, je dis bien pour certains, hein, c'est pas une généralité, mais il faut savoir que l'ESA, c'est un écosystème très particulier avec ses codes, avec ses lignes de programme, etc. Donc voilà, aujourd'hui, l'idée, c'est de vous aider à déjà dégrossir un petit peu pendant ce premier webinaire et vous expliquer justement la nécessité et la pertinence du partenariat qu'on a souhaité monter avec Aerospace Valley et les ABIC. Alors, l'ESA, pour ceux qui ne connaissent pas, l'Agence spatiale européenne, c'est une agence intergouvernementale qui a date de plus de 50 ans d'existence, avec 22 ce qu'on appelle États membres. On a 8 sites en Europe, donc dans pas mal de pays européens, 2300 personnes. Bon, là, 6 milliards de budget en 2019, ça a été revoté pendant la conférence de Séville en 2019, mais j'ai mis ici que les métriques. Vous les voyez ici. Donc voilà, il y a eu 15 milliards qui a été voté sur la période 2020-2024. Ici, vous avez une idée de la répartition du budget de l'ESA sur leur ligne programmatique, entre guillemets. Donc on peut voir que ce qui prend énormément de place dans le budget, c'est donc la navigation, le space transportation et l'observation de la Terre. Après, voilà, on a des programmes un petit peu, des petits programmes complémentaires sur la partie Telecom and Integrated Application, qui de mémoire est le programme dont fait partie, alors, enfin, initialement les ABIC et tout le programme ESA Space Solution, par exemple. Mais on a aussi des programmes scientifiques, Basic Activities ou Technology Support, qui sont plus pour préparer finalement le spatial de demain, où c'est des programmes de maturation technologique ou de recherche de solutions pour finalement
co-construire la roadmap R&D de l'ESA pour les prochaines années. Donc ça vous donne un petit peu une idée des grandes thématiques sur lesquelles planche l'agence spatiale aujourd'hui. En sachant que, pour ceux qui connaissent pas l'ESA, on a une particularité avec des programmes dits obligatoires, des programmes dits plutôt optionnels. Les programmes dits obligatoires, c'est-à-dire que tous les États membres mettent au pot, entre guillemets, au budget obligatoire de l'Agence spatiale européenne, qui derrière alloue ce budget obligatoire comme elle le sent, par rapport à ses objectifs stratégiques, etc. Donc c'est souvent sur la partie sciences fondamentales ou le budget général ou les études technologiques un petit peu prospectives qu'on a ce genre de programme obligatoire. Donc bon, il y a des codes, hein, c'est typiquement les programmes TRP, Technology Research Programme, qui sont un bon exemple, où là on est dans un programme obligatoire. Et en parallèle, on a ce qu'on appelle les programmes optionnels, qui sont en fait, c'est un petit peu différent dans la mesure où c'est chaque État membre qui alloue un budget optionnel à ses programmes en lien avec sa stratégie nationale au niveau des affaires spatiales. Donc certains vont plus mettre sur les lanceurs, d'autres vont mettre le paquet sur l'observation de la Terre. Voilà, ça dépend vraiment de chaque stratégie nationale. Certains États vont carrément verrouiller certains programmes parce que pas partie de leur stratégie nationale. D'autres vont diluer un petit peu sur plusieurs programmes. Donc la spécificité là-dessus, c'est que quand vous répondez à un appel d'offres ESA sur un programme dit optionnel, vous devez obligatoirement demander l'accord de financement de votre délégation nationale. Donc en France, nous, sur quasiment tous les sujets, ça sera le CNES, avec différents interlocuteurs qui voilà, sont les points d'entrée déjà pour valider que ça correspond à la stratégie nationale. Et si oui, donner une autorisation de financement en collaboration étroite avec l'ESA avant finalement de postuler à l'ESA. Donc c'est une démarche un petit peu différente sur les programmes optionnels qu'il faut avoir en tête parce que ça peut rajouter des étapes, rajouter un petit peu de délai aussi. Donc voilà, ça c'est déjà un des premiers critères à regarder quand on va sur un appel à projet ESA, c'est regarder quel type de programme et s'il y a besoin de l'accord de principe ou de la validation de financement de son member state, de son national delegate. Alors, ensuite, alors ça c'est un petit peu vieux parce que là, les plateformes ont bien changé, mais typiquement, ce qu'il faut avoir en tête sur le process ESA, c'est que si vous n'êtes pas inscrit, vous ne pouvez pas voir déjà toutes les opportunités. Donc la première étape déjà, c'est s'inscrire sur ce qui s'appelle les ASTAR Registration. Si vous ne l'êtes pas déjà, c'est la première étape obligatoire pour avoir des codes, ce qu'on appelle les ESA Bidder codes, qui permettent de voir la base de données d'appel d'offres de l'ESA. Donc ça, c'est la première. EMITS, ça n'existe plus. Maintenant, ça s'appelle ESA Star Publication ou ESA Start ouais, c'est ça, ESA Start Publication, qui donne accès à toutes les invitations to tender, donc les appels à projets, les appels d'offres, ouverts, annoncés ou distribués, accordés. Donc c'est là que vous pouvez vous faire des recherches par mots-clés, vous pouvez faire une veille sur ces appels à projets avec des outils de recherche assez poussés. Voilà, donc ça c'est la plateforme des appels d'offres qu'il faut connaître. Et ensuite, l'ESA, depuis quelques années, a enfin basculé sur le dépôt dématérialisé des offres, qui maintenant, voilà, ESA Start Tendering est un petit peu regroupé avec ESA Start Publication, qui permet de soumettre ces proposals en dématérialisé. Avant, il fallait envoyer tout par papier en 3 exemplaires ou même avec une clé USB par la poste. J'ai connu ça. On apprécie de pouvoir faire ça en dématérialisé maintenant. Alors, ce qui est intéressant quand on est une startup ou une PME vis-à-vis des ITT ESA, c'est que c'est pas des appels à projets, mais vraiment de la commande. Donc c'est de là-haut. Donc c'est pas considéré comme une subvention. Il peut y avoir des programmes avec des taux de financement qui sont pas à 100%, mais bon, souvent ça peut être 100%. Donc ça c'est intéressant aussi au niveau du retraitement des subventions, par exemple si vous faites du CIR ou des choses comme ça.
Quand on a le statut SME au niveau de l'Agence spatiale européenne, qui est un statut à demander, donc il y a des documents à fournir pour prouver ça au niveau du SME Office, vous avez des facilités de paiement que n'ont pas des non-SME, par exemple un advance payment au début du programme, alors que d'autres doivent attendre les milestones intermédiaires pour demander des paiements intermédiaires. Ce qui est intéressant aussi, et c'est pour ça qu'une une lecture fine est nécessaire d'un ITT, c'est que en tant que startup, il y a des types d'AO sur lesquels vous allez vous casser les dents, qui sont vraiment très chronophages, très compliqués. Et puis, il y a des AO ou ce qu'on appelle des tendering process qui sont adaptés, beaucoup plus adaptés pour des petites structures. Je pense notamment aux Expro ou aux Expro Plus. Il y a même aussi Artes Agile, qui a un format simplifié sur les Artes qui a été initié. Voilà, dans cet objectif de réduire finalement le temps et les efforts de réponse à des proposals. Vous verrez la structure qui peut être très lourde pour une startup, d'autant plus si elle ne connaît pas le formalisme ESA. Donc, vraiment en une macro-analyse, les appels à projets ESA, c'est vraiment très large. On peut y aller tout seul ou en sous-traitance ou en co-traitance avec un prime. C'est pour du spatial ou du hors spatial en fonction des programmes qu'on vise. Et j'ai vu du TRL 1 à TRL 8.9 dans tout domaine en fonction des directorates de l'agence spatiale. Donc voilà, de toute façon, on ne peut pas rentrer plus dans le détail aujourd'hui, mais on pourra creuser ensuite au cas par cas. Alors, je viens de retourner en arrière là. Ok, ça marche. Bon, c'est pas le bon titre. Alors là, c'est pas le bon titre, mais je voulais profiter de cette transition pour du coup expliquer, annoncer le partenariat avec l'ESA, BIC, sur cette partie recherche de financement. Donc, il faut savoir que on a été point de contact national du SME Office de l'Agence spatiale européenne pendant 4 ans. Le SME Office, c'est une initiative de la politique industrielle de l'ESA qui vise à faciliter l'accès aux opportunités de financement de l'ESA pour les PME. Donc voilà, de la start-up à la grosse PME industrielle, on considère qu'on est PME parce que l'ESA s'est rendu compte qu'il passait à côté d'un grand nombre d'opportunités d'innovation avec des acteurs qui n'étaient juste pas câblés, structurés pour répondre à des appels d'offres aussi lourds en termes de process. Donc, ils ont créé cette initiative avec un réseau de points de contact national pour promouvoir les opportunités de financement, expliquer dans les grandes lignes comment on identifie, comment on répond à un appel à projet ESA. On a fait quelques webinaires à l'époque avec Aztec, avec Aerospace Valley aussi sur ces sujets-là. Et donc, c'est tout naturellement que avec les ABIC Sud, on s'est décidé, on a trouvé ça très pertinent d'utiliser cet historique et cette connaissance pour proposer justement ce partenariat autour des opportunités de financement ESA. Et on l'a formalisé, on l'a matérialisé sous forme d'un coaching offert par Inextinso Innovation à hauteur de 4 heures maximum à tous les incubés et alumni du réseau qui se poseraient des questions aux différents niveaux de maturité sur leur recherche de financement ESA. Donc, petite FAQ entre guillemets. Pour qui s'adresse ce partenariat et ces heures de coaching? C'est typiquement pour nous tout type d'acteurs. Donc, on a mis Startup PME plus pour les incuber, mais on a mis laboratoire parce qu'on a été contacté sur des projets orientés sciences ou développement technique très bas TRL sur des appels à projets ESA. Donc, voilà, tout type d'acteurs, que ça soit en monopartenaire ou en collaboratif. Je vais quand même préciser qu'il faut quand même une certaine maturité parce que voilà, c'est un process assez lourd qui demande une certaine maturité technique, aussi une maturité business selon les projets. Typiquement, voilà, les demonstrations sur les ESA Business Applications, typiquement, il faut une maturité non seulement technique, mais aussi marché. Donc, c'est très variable selon le guichet ou les types de programmes qu'on va aller chercher. Mais typiquement, quand on est en pré-incubation ou tout juste créé,
ça peut être un process quand même assez lourd, même si on cible une procédure simplifiée. Donc voilà, ça c'est le petit conseil, mais à discuter au cas par cas. Pour quel projet? Alors on a tout, hein, je disais TRL 1 à TRL 9, donc développement technique sur de la maturation, un peu presque de la science, bas TRL, on a de l'application spatiale, on a du démonstrateur en conditions réelles ou en conditions laboratoires, projet monopartenaire ou collaboratif. Euh, ça tout dépend un petit peu de l'enveloppe et des ambitions du programme. Et aussi, où est-ce que vous vous positionnez dans le consortium. Alors, quand nous sollicitez dans le cadre de ce programme, qu'on voudrait rendre opérationnel le plus vite possible, donc typiquement, c'est allez, à tout moment. Ça peut être pendant ou après l'incubation. Donc pendant, ça peut être tout de suite après votre TIB, ça peut être pendant les midterm review, le final review, ça peut être post-incubation. Et aussi, hormis ce timing d'incubation ESABIC, ça dépend aussi du financement de l'invitation to tender que vous considérez et en fonction aussi du type de maturité que vous avez. C'est pour ça que j'ai voulu préciser à droite les exemples de sujets de mentoring. On peut avoir un mentoring très découverte, entre guillemets. C'est voilà, comment faire sa veille, comment s'inscrire, comment bien comprendre comment fonctionnent les A, quels sont les différents guichets et opportunités de financement. Voilà, j'ai fait une faute, mais c'est BAS, GSTP, Artes, OZIP, TT Demonstrator, et il y en a énormément d'autres. Mais ça peut être aussi voilà, une approche plus ingénierie financière stratégique, c'est-à-dire comment articuler ces financements ESA avec l'incubation ESABIC, comment articuler les financements ESA avec les autres leviers euh, pour financer sa R&D ou ses développements projets. Et le troisième niveau, mais bon, en 4 heures, c'est assez vite limité. On peut faire du coaching spécifique sur une réponse ou sur un appel à projet, c'est-à-dire, voilà, je travaille sur ce sujet-là. Est-ce qu'il y a des opportunités d'appel d'offres qui existent? Donc, on est plus un peu sur une aide à la veille et à l'identification, ou au contraire, j'ai vu cet ITT, est-ce qu'il est pertinent, est-ce qu'il n'est pas pertinent? Et s'il est pertinent, comment vous aider dans les grandes lignes euh, à, à amorcer la pompe là-dessus? Après, encore une fois, en 4 heures, on ne pourra pas vous aider à monter un dossier complet. Ça sera plus sur des discussions hors partenariat. Voilà un petit peu ce que je voulais dire là-dessus. Alors, pour déjà un peu rentrer dans le détail, une proposition en réponse à un ITT ESA contient souvent ces différents éléments. Donc la cover letter qui peut correspondre à la lettre d'engagement, la technical discussion qui est souvent le point clé critique d'une proposal, c'est voilà, on analyse le cahier des charges, critique ou pas critique, on propose des trade-offs, des compromis, on identifie les risques techniques mais aussi non techniques possibles. La proposition technique, c'est-à-dire en réponse à l'analyse critique du cahier des charges, qu'est-ce qu'on propose? L'implementation proposals, c'est comment on convertit cette work logic en ce qu'ils appellent les work breakdown structures, qui sont simplement les work package description. Si vous connaissez, si vous êtes habitué aux projets européens ou même autres demandes de financement, c'est assez classique. Le management proposal, c'est plutôt comment est constitué votre consortium, qui sont les personnes clés, quels sont les sites, quels sont les outils que vous allez utiliser, par exemple d'essais, de caractérisation. La proposition financière, avec des fichiers d'IPSS, de budget qui peuvent être parfois compliqués. Et une proposition contractuelle pour anticiper les phases de négociation et de contractualisation. Donc tous ces documents peuvent être des documents séparés sur des procédures plutôt lourdes, mais comme je disais, il existe des procédures simplifiées pour certains programmes où finalement toutes ces parties sont dans un seul document de 20 pages pour simplifier la temps de réponse. Et c'est en général sur des budgets aux alentours de 250 000. J'en ai vu très peu autour de 500 000 en Expro Plus, mais voilà, ce que je disais, procédure simplifiée. Et pour finir, je crois que ça sera mon dernier slide. J'ai regardé tout à l'heure là les programmes
qui sont fléchés pour les PME sur le site du SME Office. Donc l'ESA, je vous renverrai le lien si besoin. L'ESA a fait un travail d'identification des programmes qui sont pas forcément fléchés pour les PME, mais particulièrement adaptés pour les PME. Donc elle ne vise pas exclusivement les PME, mais c'est adapté. Donc bon, je vais pas faire celui qui les connaît tous, je connais les principaux, hein, mais on a typiquement le Technology Development Element Programme, le GSTP, qui sont plus sur de la maturation technologique, l'ARTES 4, qui inclut voilà, tous les aspects innovation pour les aspects télécommunications. ESABAS, donc qui fait partie d'Artest 4, hein, et Business Application, c'est tous les projets de feasibility study, Kickstart Activity ou Demonstrator qui sont finalement assez proches. Donc ça, je pense que on pourra peut-être en redire deux mots dans la discussion. Mais voilà, il y a des belles complémentarités avec le CNES et Connect by CNES sur ça, en parallèle de l'ESA, de l'ESAVIC, soit en feasibility study, soit en démonstrator, pendant ou post l'incubation. Donc ça, c'est des sujets sur lesquels on peut travailler conjointement avec le CNES. Et on a VISP sur de la maturation, sur la partie navigation. On a quelques programmes de, de facilité d'accès à des essais en vol, par exemple, pour faire de la maturation ou de la qualification spatiale, mettre un petit peu des heures de vol et des heures de tests en opération spatiale sur des composants en maturité. Voilà. Euh, Ça, encore une fois, c'est une vue très générale, mais on peut rentrer, bien évidemment, beaucoup plus dans le détail au cas par cas en fonction de votre projet, de votre marché applicatif ciblé, de votre niveau de maturité, etc. Voilà, je finis là ma présentation. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Je suis ravi de répondre à vos questions. Et puis, voilà, si j'ai pas de questions pour ouvrir la discussion, j'ai mis déjà une petite question pour vous sur votre maturité et sur, voilà, est-ce que certains d'entre vous ont déjà répondu, regardé ou même se sont cassés les dents, ça peut arriver, sur les appels d'offres ESA. Ouais, merci beaucoup, Nicolas, pour cette présentation. C'était très intéressant. Donc, on a déjà quelques petites questions. Donc je vais te les donner. La première, c'était comment fait-on pour contacter le National Delegate? Pour contacter le National Delegate, en fait, le National Delegate au CNES va dépendre du programme qu'on vise. À l'ARTES, aux ESA Business Application, au GSTP, au TR. Ça va être à chaque fois ou souvent une personne différente. Donc, Alors, moi, pour y répondre, je dirais si vous avez un doute, faut pas hésiter à demander à Nicolas ou à moi côté des appliques. On peut pousser et trouver le bon contact en interne, il n'y a pas de souci. Alors, sur le compte ESA Start, est-ce que c'est un compte par entreprise ou c'est un compte par personne? c'est un compte par entreprise. C'est Ok. un compte par, enfin, quand on enregistre un supplier, on met les informations techniques et financières de la société. Après, si pour les grandes structures, ça arrive, on peut mettre plusieurs personnes affectées à ce supplier et donc avoir des codes d'accès différents. Ok, donc tu as plusieurs personnes qui peuvent rentrer et faire aller. Ok. C'est ça. Mais par contre, tu as un ESA Bidder Code au niveau de la structure ou de la Ok. filiale pour les grands comptes. Euh, mais tu peux être plusieurs associés à cette structure. Et tu as parlé du statut SME. Et est-ce que c'est la même chose que le statut JEI? Ou est-ce que c'est deux démarches différentes? Ah non, ouais, c'est complètement différent. L'attestation SME, c'est une procédure spécifique quand on s'enregistre sur ESASTAR, qui, au moment où on dépose nos informations administratives et financières pendant qu'on s'inscrit sur ESASTAR, on a la possibilité de demander le statut SME qui va faire l'objet d'une évaluation par l'Agence spatiale européenne, le SME Office, pour vous accorder ou non le statut SME, vis-à-vis de l'ESA. Donc ça reprend les critères de la Commission européenne de manière basique. Le JEI, c'est une facilité fiscale française
qui vise à, donc c'est ce qu'on appelle le statut jeune entreprise innovante. De toute façon, pour l'avoir, en général, il faut être PME, avec des conditions particulières d'effort en recherche et développement. Je crois qu'il faut qu'au minimum 15% de ces charges soient affectées à la R&D, à des dépenses de R&D. Donc, ouais, non, le statut GUI et le statut PME sont deux choses très différentes. Le statut GUI est souvent demandé par des entreprises qui font beaucoup de R&D pour obtenir des avantages fiscaux sur des réductions d'impôts sur leur premier exercice bénéficiaire ou une exonération des charges patronales euh, sur les personnels techniques. Donc voilà, si on a une belle équipe technique, ça peut vite faire des sacrées belles exonérations qui sont appréciables quand on a une start-up qui se lance. Ça marche. Alors, du coup, il y a une question sur est-ce que ce sera possible d'avoir le lien vers les programmes et initiatives que tu as montrés? Et Ouais, une autre bien question sûr. qui est associée, c'est est-ce que du coup, il faut la validation du CNES pour tous les programmes que tu as listés? Alors non. Alors je viens de mettre dans le chat. Je ne sais pas si c'est que toi qui peux l'avoir ou si tout le monde peut l'avoir. Je viens de mettre le lien. Je pense que le chat, tout le monde peut l'avoir, oui. Ok. Alors, ce que je disais, tac, si vous voyez encore mes slides, tout dépendra de où est-ce qu'on se trouve, si on est dans le mandatory ou dans l'optional. Si on est dans l'obligatoire, pas besoin d'avoir l'aval du CNES. Si on est dans l'optionnel, là, il faudra le contacter systématiquement son delegate. Donc, c'est bon, mais je pense qu'on va pouvoir conclure. En tout cas, de toute façon, le webinaire sera, on le mettra sur notre chaîne YouTube, on le rediffusera si vous avez manqué quelque chose. Peut-être qu'on doit pouvoir aussi envoyer le PPT, peut-être, Nicolas? Ouais, moi, je vais te le faire passer dans la foulée, pas de souci, hein. Ça marche. Bon, ben voilà, mais je pense on arrive au bout. En tout cas, c'est très intéressant. Merci beaucoup. Maintenant, c'est ce qu'il vous reste à faire. Si vous avez des questions, Ouais, Nicolas sera exactement. là. Donc, vraiment, Si vous- nous, vraiment, on s'adapte au cas par cas, on individualise le coaching sur ça, hein. Ça peut être juste un peu une approche découverte pour dégrossir tout ça. Si vous êtes complètement étranger à cet écosystème, ça peut être plus dans l'accélération pour mettre en place une veille plus automatisée pour identifier ça, ou ça peut être vraiment sur du très concret, sur un ITT ou sur un sujet très spécifique, ou voilà, quel projet, est-ce que celui-ci c'est pas trop compliqué, est-ce que je vais sur celui-ci plutôt que sur celui-ci. Donc voilà, c'est vraiment sur demande et qu'on espère pouvoir lancer aujourd'hui dès à présent. Et merci à toi. Et puis, à très bientôt. À bientôt, bonne journée à tous.